invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il s'agit de Frédéric Esposito, le directeur du Bachelor en Relations Internationales au Global Studies Institute. Bonjour Frédéric Esposito. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous étiez avec nous il y a exactement 9 mois pour la rencontre de Vladimir Poutine et Joe Biden. 9 mois plus tard, il y a cette guerre en Ukraine. Est-ce que c'est un grand bond en arrière, 30 années en arrière, avec une guerre froide? Ce n'est plus le monde libre contre le monde communiste, mais des autocraties contre la démocratie. Je dirais la grande différence par rapport à la guerre froide, c'est qu'ici, dans cette logique de dissuasion nucléaire qui avait marqué la guerre froide, elle est ici utilisée comme un parapluie pour continuer les avancées sur le terrain. Et ça, c'est relativement nouveau. Donc on pourrait dire des havres de guerre froide parce que ça y ressemble. En réalité, on est sur un ensemble qui est quand même très différent, puisque là, on a quand même un État membre du Conseil de sécurité qui est une puissance nucléaire qui envahit un État qui est membre de l'ONU, qui est membre du Conseil de l'Europe et membre de l'OSCE. Donc on a des paramètres complètement inchangés. Par contre, par rapport à ce que vous évoquez, la rencontre Poutine-Biden, là, c'est effectivement un acte de cynisme de la part de Poutine, qui très certainement avait déjà évidemment les plans d'une attaque contre l'Ukraine. Alors, pas vraiment une guerre froide, mais une guerre, c'est certain, avec des Américains extrêmement discrets. Joe Biden s'est exprimé la première fois depuis quasiment une semaine hier, lors de son discours sur l'état de l'Union, pour vanter finalement l'unanimité de la réponse internationale, mais il n'a pas fait de grande annonce sur la stratégie américaine. Pourquoi les Américains sont-ils si en retrait ? Biden s'était engagé au moment du retrait des soldats américains d'Afghanistan de ne plus envoyer de soldats américains sur d'autres fronts. Donc il se tient à cette parole et il contourne d'une certaine façon par une aide militaire à l'Ukraine, comme la plupart des pays occidentaux, et surtout il veut éviter de mondialiser le conflit. On est dans un conflit pour l'instant régional entre l'Ukraine et la Russie. Il ne veut pas le transformer. Ils n'avaient pas peur, les Américains, par exemple. On sait beaucoup cette fameuse crise de Cuba, mais voilà, là, ils n'avaient pas peur, ou bien même quand c'était la guerre au Vietnam, etc., d'y aller ou de faire extrêmement de fortes pressions. Pourquoi là, ce n'est plus le cas? On n'a plus ces États-Unis gendarmes du monde? Ils sont toujours là, mais ils agissent à un autre niveau, à une autre échelle. Ils ont quand même pris une série ils ont quand même dû gérer des défaites importantes. J'évoquais effectivement l'Afghanistan, qui a été quand même une perte importante pour l'Irak, pour les États-Unis. Et donc, ça a marqué beaucoup l'opinion publique américaine. Et on sait que ce sont des électeurs, derrière, qui votent. Donc, il y a une prudence et un changement aussi d'attitude de la part des États-Unis par rapport à ça. En revanche, et ça, c'est une première, Biden essaie de gagner la politique de l'information, puisqu'il a transmis des informations quasiment brutes de ses services de renseignement à l'Ukraine et rendu publiques ces informations pour éviter que une guerre d'infos, d'intox, puisse se mettre en place et pour pouvoir, au fond, neutralité et limiter les avancées russes. Donc oui, il y a un changement de paradigme par rapport à ce que vous évoquiez. On n'est plus face à une Amérique conquérante prête à envoyer les Marines. On est dans un cadre complètement opposé. Il y a un stand-by, une attente de la part des États-Unis, sachant qu'ils ne veulent pas effectivement globaliser ou mondialiser le conflit. Vous évoquiez le cynisme de Vladimir Poutine. Tout à l'heure, Vladimir Poutine, il a apparemment très bien préparé cette guerre. Il a constitué des réserves d'or, de matières premières, revu sa dépendance vis-à-vis des Occidentaux. Il a même mis au point un système concurrent à SWIFT. Bref, tout était prêt. Et nous n'avons rien vu. Effectivement, depuis 2014, qui est effectivement l'annexion de la Crimée en 2 semaines, puis le soutien aux indépendantistes russes dans la région du Donbass, il y a, d'ailleurs tout comme la Chine, qui s'est aussi sortie de cette tutelle du système de messagerie interbancaire SWIFT, on avait déjà là des éléments d'autonomie et d'indépendance par rapport au système international. Et l'enjeu autour de la Crimée, autour du Donbass, évidemment posait la question de l'Ukraine et le voisin biélorusse, qui a constitué, je dirais, d'un gouvernement fantoche à la botte de Poutine, donnait déjà des indications sur ce qui pouvait être fait. Mais là aussi, je pense qu'il y a eu, jusqu'à récemment, lorsque Macron se rend effectivement à Moscou, la volonté de ne pas penser ou de croire que ce conflit était juste impensable. Il y a une grande naïveté. Et je crois que
la naïveté est aussi une façon de dire, la carte de la diplomatie doit être jouée jusqu'au bout. C'est aussi dans les quelques espoirs qui sont mis aujourd'hui dans les négociations qui se tiennent à la frontière de l'Ukraine entre les autorités russes et ukrainiennes. Il y a encore effectivement un espoir pour arrêter militairement, mais on en est très très loin. La diplomatie, justement, on sait la tradition diplomatique de la Suisse. On évoquait même une potentielle rencontre à Genève la semaine dernière. Est-ce que la Suisse a une carte à jouer, surtout après sa décision de bloquer, de geler les avoirs russes, etc., d'un petit peu revenir du bon côté, on va dire, dans cette situation? Elle a toujours cette carte, parce qu'effectivement, la position de la Suisse, courageuse, c'est sa politique de neutralité qu'elle adapte par rapport à un contexte qui devenait étouffant par rapport à la population suisse et les manifestations qu'on a eues, puis la pression des partenaires européens et internationaux. Donc cette carte, elle a toujours la possibilité de la faire. D'ailleurs, le discours du président de la Confédération n'était pas différent de cela, pour dire on reste un partenaire pour jouer cette mission dite des bons offices. Et puis on a aussi une autre carte à jouer, qui est celle du CICR, qui est à Genève, qui lui est évidemment très préoccupé de la situation et de l'évolution du conflit, et de ce conflit très urbain qui risque de naître et se développer encore de façon plus tragique dans les prochains jours. Et d'un mot très rapidement, on a vu que ça a renforcé des grands ensembles comme l'Union européenne ou l'OTAN, des ensembles dont la Suisse ne fait pas partie. Est-ce qu'il faut être inquiet pour la sécurité de la Suisse? C'est une question que l'on se pose, qu'on n'aurait jamais pensé se poser, mais que l'on se pose. Je pense que ça renforce l'idée que l'Europe est le référentiel incontournable pour la Suisse, que ce soit pour des questions économiques ou politiques. Et cela signifie qu'il faut avoir, et peut-être se rappeler dans notre débat politique interne sur nos rapports avec l'Union européenne, que c'est un partenaire qui est incontournable, et que les tergiversations autour d'accords économiques, à un moment donné, ne doivent pas oublier le contexte politique dans lequel ils s'insèrent. Et peut-être que c'est aussi une leçon pour les eurosceptiques de rappeler que la Suisse a un avenir européen, il l'a toujours été, mais il doit aussi se traduire par une mise à jour et par des accords avec nos voisins européens et l'Union européenne en particulier. Merci beaucoup Frédéric Esposito, directeur du Bachelor en Relations Internationales au Global Studies Institute, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.